Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cet nouvel épisode du Cinéphile Club. Aujourd'hui, on parle du phénomène Wicked et plus précisément de ce film qui vient de sortir. Il y a, il y a moins d'un mois, j'avais aucune idée c'était quoi ce film-là, je n'avais aucune idée d'où ça sortait, mais vu le phénomène, tout le monde en parle sur TikTok, tout le monde en parle sur Instagram, ça explose présentement au box-office. J'ai pas le choix de m'y pencher un petit peu, puis avec ma copine, Pascal, on s'est dit qu'on allait le voir au cinéma et qu'on allait vous faire une analyse slash critique et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode d'aujourd'hui. Honnêtement, ce film-là, moi je suis pas un énorme fan des comédies musicales, mais celle-là, faut dire, est quand même très intéressante, surtout sur son background. Vous connaissez probablement tous de nom Le Magicien d'Oz, qui était un livre, qui a été un film qui est sorti aussi en 1936, je crois. C'est comme un gros classique. Ben, à partir de ces films-là, quelqu'un a écrit un livre qui est Wicked, et ce livre-là a été rapidement mis en comédie musicale au théâtre à Broadway, qui est le stage le plus incroyable en termes de théâtre et de comédie musicale. Donc, ça fait depuis 2003 que cette pièce de théâtre-là, de comédie musicale, joue et tourne et roule. C'est dans les comédies musicales les plus profitables, les trucs les plus cool en termes de théâtre. Et ils ont décidé d'en faire un film. Est-ce qu'ils ont bien fait les choses? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'une Ariana Grande peut arriver et sauver les meubles et faire de ce film un succès? C'est toutes des choses qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Et comme j'ai dit, il y a ma copine qui va me rejoindre et on va discuter de ça ensemble. Donc, installez-vous confortablement. J'ai mon petit prêt à boire. Ma copine me rejoint. On va approfondir ça ensemble dans quelques instants. Jingle. Soyez pas surpris, les lumières bougent. C'est ma copine qui est derrière la caméra qui s'occupe de tout ça. Les effets, c'est Wicked. C'est au thème de Wicked. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir, on va faire comme l'habitude. C'est déjà la deuxième épisode du Cinéphile Club. Vous savez déjà que le Cinéphile Podcast, on avait fait 12 épisodes qui sont sortis il y a plus de 2 ans. Je reviens avec une formule un peu plus épurée, un peu plus complète. On est plus présent sur les réseaux sociaux et on fait des critiques avec et sans spoil. C'est maintenant ça. On essaie de traiter de films plus d'actualité, même si mon petit cinéphile en moi va quand même vouloir revenir sur des classiques de temps à autre. Mais on fait ça comme ça. Donc, on va parler un petit peu de Weekend en général, de comment ce film-là, ce projet-là a vu le jour. Parle un peu, ensuite de ça, on va tomber dans la portion un peu plus spoiler, donc avec spoiler, où ce qu'on va revenir sur les points forts, les points faibles, les scènes qui nous ont marqué le plus, et finalement, potentiellement parler des théories et de la partie 2 qui va sortir éventuellement. J'ai roté. C'est donc sans plus attendre que j'accueille mon invité, ma partenaire, ma très chère, Pascal Claire. On peut applaudir. Bonjour! Donc, on va parler de Wicked. Honnêtement, c'est toi qui m'as parlé de ce film-là en premier. Oui. Attends, j'ai une recommandation. Est-ce que avant de commencer, on mangerait pas un petit fromage Oui. du calendrier de l'Avent IGA? Oui, va nous chercher ça. On a acheté le calendrier de l'Avent des fromages d'ici, du IGA. OK, un beau 36 $ d'investi en se disant que ça va être cool. Mais honnêtement, c'est plus une roulette russe qu'un calendrier de l'Avent. Une roulette russe puante. Une fois sur deux, j'ai l'impression de manger des bactéries de dessous l'orteil. Mais l'autre fois sur deux, c'est quand même très bon. Donc là, on a un peu de retard. On est le 8 Oui, parce qu'on n'a pas le goût de les manger tous les jours. Là, on trouve ça dur. On est le 8 décembre et on est rendu juste au 5 décembre. Donc, sors-nous ça, OK. Pascal, on va goûter à ça. Le 5, c'est Fromagerie Abeille Saint-Benoît-du-Lac. Je te souhaite qu'on va te faire une bonne pub, Abeille. Ça À l'odeur. Ça pue déjà. Ça peut être... Mais c'est tellement des gros morceaux qu'ils nous donnent. Le gros cube. C'est tellement des gros cubes. Attends, tiens, la chose, je vais déposer le calendrier. Belle texture, quand même un peu mou. Ce qu'on cherche dans un fromage, honnêtement, pour l'instant, on a vu pire dans ce calendrier-là. Donc, on saute. On saute. T'as-tu senti? Non. Test. Oh. Ouf. Très doux. C'est super doux. Ça se peut que je mange pas ça au complet. Honnêtement, c'est très bon. Très doux. Très bon. Très bon.
Donc, Un des best. On est tombé sur le bon jour. Très bon fromage. Good. Miam, miam, miam. Avant d'aller plus loin, Juste vous dire que je suis pas sur mon téléphone parce que je texte, mais je change le vibe. donc la lumière suit. Oui. Il faut savoir que un projet comme Wicked, c'est des projets qui sont extrêmement bien calculés par les compagnies de production, etc. Comme Universal Studios, qui est celui qui produit Wicked. J'ai un goût de dire, c'est vraiment une nouvelle franchise qui démarre. Si on oublie le premier film Magicien d'Oz sorti en 1936, qui est quand même un film qu'on a tous un peu vu par moments, par des trucs comme ça, qui est un gros classique. Mais Wicked en soi a été confirmé en 2012. Donc ça fait déjà presque 13 ans que ce film-là, que Universal Studios sait qu'il veut faire ce film-là. Et ça l'a pris. Donc, ça m'étonne pas. Donc ça a pris presque 13 ans à se rendre là. Il y a plusieurs raisons là-dessus. Bon, déjà, faire le script, c'est long. S'entendre aussi sur le script, parce qu'il y a eu beaucoup de rewriting et tout ça pour trouver le bon script, le script parfait. Et finalement, quand ils sont arrivés pour être prêts, ça a été beaucoup... on était dans le temps de COVID, donc là, ça a beaucoup repoussé également. Et le budget pour ce film-là est quand même colossal. On parle de 150 millions, entre 145 et 150 millions, sans le marketing, là, juste pour la production. Là. Et puis le marketing est intense. Ben, le marketing est intense. Ils ont bien fait ça, j'ai l'impression, mais j'étais tellement pas la cible de ce film-là. Moi, j'avais jamais rien vu de ça qui se passait. Ah ouais, moi quand même. Avant, il y a un surtout. mois que... Mais ils ont sorti plein de produits type rose et vert. Sur TikTok, tu pouvais trouver, genre, je pense que c'était des cake pop que tu pouvais faire à la maison. Et exemple, chez IGA, tu allais là-bas, tu achetais une boîte de cake pop maison et tu mélangeais la pâte et soit c'était rose, soit c'était vert. Et exemple, au cinéma aussi, les boîtes à popcorn, je pense, soit c'était rose, soit c'était vert. Okay. C'est très rose et vert, là. C'est une bonne idée. Ça semble être un bon truc de marketing. Encore une fois, les cake pop, c'est pas du tout quelque chose qui me parle. C'est trop bon! Mais OK, mais ils ont quand même bien fait ça. Après ça, d'aller choisir quelqu'un comme Ariana Grande, c'est aussi un énorme move. C'est quelque chose que moi, initialement, me faisait peut-être un peu peur. What? Ben, tu vois ça, tu te dis, c'est pas une actrice, même si, bon, je sais que je pense que c'est une Disney Kid, elle vient de Disney Channel. Ariana Grande, elle a juste commencé étant actrice, mais bon, c'est pas une actrice, hein. C'est une chanteuse maintenant. Mais elle a juste commencé sa carrière, elle s'est fait connaître comme étant actrice à Disney Channel. Ouais. On va parler un petit peu plus tard de sa performance qui est, selon moi, bien au-delà des attentes, en tout cas ceux-là que j'avais. Donc, ils ont quand même fait ce bon move-là. Après ça, ça a commencé à faire parler de eux beaucoup avant que ça sorte, mais surtout dès que ça a commencé à sortir au cinéma. L'engouement a été incroyable. C'est là que moi, j'en ai entendu le plus parler parce que c'est un peu, moi, j'appelle ça un peu l'effet Taylor Swift. Il y a comme toute cette population-là qui pourrait presque être un pays à part entière qui sont un peu, pas nécessairement dans l'ombre, mais tu sais, moi, c'est pas un field ou un domaine qui m'intéresse tant que ça. Mais juste quand ils bougent et qu'ils décident de sortir de quoi, ils pètent tous les records et ils font tout exploser. Mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi à créer cette audience-là avec Wicked, soit tous les fans d'Ariana Grande, tous les fans de comédie musicale en général et tous les fans de cette comédie musicale-là, parce que c'est une des comédies musicales au théâtre la plus connue. Donc, juste tout ça mis ensemble, ça a vraiment fait que... Ben ouais, c'est une des comédies musicales les plus... Wizard of Oz? Wicked. J'avais jamais entendu parler, mais OK. Moi non plus, mais tu sais, on connaît-tu ensemble des comédies musicales qui se font au théâtre présentement, tu sais? C'est un autre monde, là. Ouais. C'est vrai. Mais donc, tout ça mis ensemble a fait en sorte que, tu sais, présentement, à ce jour, et on est le 8 décembre, c'est plus de 455 millions au box-office international. Mais nous, notre salle de cinéma était pleine à craquer, là. Ouais. C'est énorme, là. 455 millions au box-office international en une semaine ou deux. C'est vraiment très grand, surtout quand tu considères qu'au cinéma, présentement, à l'affiche, il y a Gladiator 2, il y a Moana 2. Même si c'est complètement une autre audience cible, mais on peut pas dire la même chose sur Moana 2 parce qu'on s'entend que ça peut quand même toucher la même audience. C'est quand même phénoménal. Et tu sais, bon, je vous épargne la liste des records que Wicked est en train de faire au box-office présentement, mais c'est de très haut niveau. Donc, je propose qu'on passe potentiellement, et je regarde mes notes parce que je fais toujours quand même pas mal de recherches sur le film, etc., pour deliver un peu le plus de valeur. Pour deliver? Deliver, oui, merci. Comment tu le dis? Deliver. Pour deliver? Pour deliver. Ah, ça, c'est tes petites notes que tu as prises dans la journée? C'est mes petites notes. Et j'arrête pas de faire tomber mon sel, hein? Pardon. Donc, comme j'ai dit tantôt, on va regarder un peu, selon nous, les points forts, les points faibles du film. Je veux qu'on passe aussi à travers nos scènes préférées.
Et on se garde un peu de temps pour parler des théories futures et de qu'est-ce qu'on pense qu'il va arriver dans la partie 2, parce que c'est juste la partie 1. Et initialement, même, ce film-là touche seulement à l'acte 1 de la comédie musicale en général. Donc, ils ont ajouté beaucoup de contenu au film que tu ne trouves pas nécessairement Moi, je savais pas dans la comédie musicale. Je savais pas qu'il allait avoir une partie 1, partie 2. Oui, ben c'était écrit J'ai dans le su titre. ça à la fin, quand tu me l'as dit, j'étais genre, hein? Ouais. Mais moi, de base, je manquais beaucoup d'informations parce que j'ai jamais vu le Wizard of Oz. Et c'est quand même étonnant parce que moi, je suis une grande fan de comédies musicales. Je les ai toutes écoutées, j'adore les comédies musicales. Partant de ma très jeune enfance avec High School Musical. Qui est un classique. C'était... Encore à ce jour, je l'écoute au moins une fois par an et j'en pleure. On les a réécoutés justement cette année. Tu les as réécoutés puis j'étais un peu à côté. Non, tu les as écoutés. Et t'as aimé ça? C'est quand même bon. C'est excellent. Mais c'est un film d'adolescent. Non, c'est un film d'adulte, adolescent, enfant, vieille personne. Non, mais tu sais, moi, quand je pense à une comédie musicale de qualité, je pense pas à High School Musical. Tu penses à The Greatest Showman. Man, ça, si t'as pas vu ça, c'est le genre de film qui peut te faire aimer les comédies musicales. C'est tout simplement la meilleure comédie musicale que j'ai écoutée dans ma vie. Encore une fois, là, ça n'a pas rapport avec Wicked, mais petite parenthèse, encore une fois, dans The Greatest Showman, il y a qui? Zac Efron. Dans High School Musical, il y a qui? Zac Efron. Et dans Hairspray, il y a qui? Zac Efron. C'est genre la signature parfaite d'une comédie musicale réussie, le Zac Efron. Mais bon, c'est mon humble avis. Ouais. On l'aime bien, Zac Efron. Ah ouais, on l'aime bien. Il est quand même talentueux, c'est quand même cool. Ouais, il est talentueux. Moi, j'avais beaucoup aimé une entrevue qu'il avait faite. Puis là, bon, on s'éloigne un petit peu de Wicked, mais j'avais beaucoup aimé l'entrevue que Zac Efron avait faite, qu'on lui reparlait de High School Musical, comme si c'était un peu gênant de faire High School Musical. Puis lui, il avait tout simplement 100% assumé. Il avait dit High School Musical, c'est malade. Les comédies musicales, c'est fucking nice. Ceux qui savent. Danser, chanter, c'est super le fun. Puis j'avais trouvé ça cool. Ça avait comme fait, c'est vrai que c'est à la place d'avoir honte toute ta vie de vouloir te détacher de ça, comme exemple Edward Cullen, Robert Pattinson dans Toilette, là, qui veut juste jamais en entendre parler, alors que c'est ça qui l'a fait connaître. T'sais. C'est vrai. C'est drôle de l'assumer, en fait, c'est bien. T'sais. Ben oui, c'est bon, Twilight. Puis c'est vrai qu'une bonne comédie musicale bien faite, c'est excellent et c'est terriblement divertissant. Ouais. Mais il faut que ça soit très bien dosé, pas trop... Tu sais, moi, des fois, ce qui me turn un petit peu off, c'est quand, au lieu de parler et d'avoir une discussion, il chante. Tu sais, comme tu as un message à passer. Il règle tous les problèmes en chantant. C'est un peu comme, parenthèse encore, le jeu Mario Tennis, puis qu'à chaque problème, genre, défis sont comme, on va juste faire une partie de tennis pour savoir qui gagne. C'est comme la planète est en danger. Ouais. Faisons une partie de tennis pour régler le cas. Ouais. Puis genre, si tu regardes Mario Golf, c'est la même affaire. Oh, Peach s'est fait kidnapper. Je savais pas qu'il y avait Mario Golf. Jouons au golf. Mais oui, c'est beaucoup axé là-dessus. Mais moi, Wicked, honnêtement, petite parenthèse, ben pas une parenthèse, c'est le sujet de... Le podcast au complet est une parenthèse sur Wicked. Mais qu'est-ce qui m'a étonnée, c'est que j'avais vu beaucoup de TikTok de gens qui pleuraient à la fin. Et moi, je suis facile à faire pleurer dans les films, surtout les comédies musicales. Je finis en larmes et tout, surtout Greatest Showman, j'ai pleuré ma vie. Donc là, je me suis dit, c'est sûr que je pleure, ça va être bon, j'aime ça pleurer, moi, pendant les films. J'ai pas une seconde pleuré. Une seconde, j'ai même pas été émue, là. C'était bon, on pourra en reparler, là, mais j'ai pas été touchée du tout. Et peut-être parce que je disais que j'ai jamais vu The Wizard of Oz, j'ai des références qui me manquent. Il y a très peu de connexions avec Wizard of Oz. T'sais, oui, il y en a, c'est dans cet univers-là, mais il faut pas oublier que Wicked, c'est écrit pas à partir de... C'est une fanfiction, en fait, de Wizard of Oz. C'est quelqu'un qui a fait un livre dans cet univers-là, mais c'est pas son univers. Sachant que le livre de Wizard of Oz, il date de 1900... Ouais. Mais par rapport au point fort... Je serais curieuse de l'écouter. C'est quoi pour toi le point le plus fort de Wicked? Moi, je pense que c'était physiquement plaisant à regarder. Visuellement, c'était le fun. Moi, j'aime ça, les films qui sont le fun à regarder, comme Gladiator 2, on l'avait dit, c'était cool, il y avait plein d'affaires qui se passaient. Wicked, c'était un peu comme ça. Les décos étaient belles, les filles étaient belles. C'est vrai que c'était joli. Tu sais, ça dansait, les effets spéciaux étaient cool. C'était ça, mon moment fort. Moi aussi, j'ai apprécié ça, puis c'est quelque chose qui a été bien fait, parce que, par exemple, au début, on voit un champ de tulipes. Ben, ils ont planté des millions de tulipes. Ah oui. Pour ça, de toutes les couleurs. Ils sont vraiment été chercher ça. Après ça, autant que tout le château ou l'école, je devrais plutôt dire l'université, le set a été pratiquement construit au complet. Ils ont vraiment voulu limiter le plus possible les green screen
OK. pour justement avoir cet impact-là très cool. Je trouve que c'était beau, joli. Ça se ressentait un petit peu des fois que tu étais Oui. un peu sur un plateau de théâtre. Oui, et ça m'a déplu, on dirait. Ouais. Fait que c'était par parcimonie. Faut dire qu'aujourd'hui, avec les CGI, les effets spéciaux, tout ça, on est capable d'avoir des résultats vraiment cool. Moi, j'aurais pas détesté plus d'effets spéciaux et tout, tu sais. J'ai l'impression qu'ils ont voulu ramener peut-être Broadway puis le fait que c'est une pièce de théâtre sur le plateau, mais bon. Moi, j'ai trouvé que c'était limité à des endroits, genre... C'est toujours un peu la pièce principale, tu sais, à l'école. Le hall d'entrée un peu extérieur, les classes, puis la forêt, genre. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de stage. Tu sais, quand même, sur un budget de 150 millions, c'est ça qui coûte cher, entre autres. C'est vrai que ça aurait pu être le fun d'en avoir un petit peu plus, mais les stages qu'il y avait étaient quand même très cool, même si des fois ça paraissait. Pour moi, le point fort du film, à 100%, c'est le acting, et particulièrement Ariana Grande. Donc, le acting et les personnages, donc à la fois Ariana Grande et Elphaba. Ces deux personnages-là, c'est ce qui a fait le film au complet. Autant que je trouve que c'est sûr, c'est les personnages principaux, mais leur acting était tellement crédible, tellement bon. La croissance des personnages à travers ça, c'est vraiment ce qui a tenu le film, mais particulièrement Ariana Grande était juste vraiment le fun à regarder. Elle avait une petite manie, puis comme on n'est pas trop sûr si c'est une méchante ou une gentille, je pense que c'est clairement une gentille, mais tu vois qu'elle progresse à travers le film sur ses acceptations, etc. Ben, c'est du développement de caractère, de personnalité, mais dans le sens que au début, elle est un peu la petite fille riche, que tout lui est dû, elle est un peu bitch, elle veut se faire accepter, donc elle rabaisse les gens. Elle était en train de vouloir rabaisser Elphaba, elle lui donnait un vieux chapeau dégueu. Finalement, elle se rend compte que Elphaba est full fine, c'est elle qui a obligé à l'autre prof là, de faire entrer Glinda dans son cours et tout. Donc, finalement, elle se rend compte que être fine, ça paye, puis que Elphaba est bonne au fond. T'sais. C'est comme si Glenda, le personnage d'Ariana Grande, finalement, elle a un bon fond. Elle a juste quand même des défauts qui se travaillent au fil du film, mais elle a vraiment un bon fond. Fait que ça, c'est un personnage vraiment charismatique et vraiment aimable. C'est ça qui fait un bon film. C'est qu'on veut aimer les personnages même s'ils sont pas parfaits. Et Ariana Grande est juste vraiment aimable dans le film. Et j'ai été vraiment impressionné par à quel point elle était drôle. Ah, mais Ariana Grande est fucking drôle. Elle était tellement drôle. C'était la plus drôle. Mais tu l'as jamais vue dans les entrevues et tout? Pas plus que ça. Jimmy Fallon et tout. Elle est fucking drôle, puis elle est fucking talentueuse. Là. Elle est un guest qui est récurrent. Elle travaille là, sur le Jimmy Fallon Show et tout. Elle est souvent là. Ouais. Tu veux-tu juste voir si ça filme vraiment? J'ai comme un PTSD. On n'avait pas déjà fait ça? Mais non, honnêtement, je m'attendais pas à rentrer dans ce film-là puis de rire autant. C'était pas c'est une comédie musicale, mais il y avait vraiment des bonnes jokes. Le personnage d'Ariana Grande m'a vraiment, vraiment fait rire. Tous ces petits commentaires de comment qu'elle réagit. Puis son acting était on point là, pour un personnage comme ça. C'est sûr que le casting est super bon. Je pense qu'elle joue très bien le personnage un peu d'une fée sorcière. Je sais pas si exactement c'est une fée là, dans ce monde-là. Là. C'est une sorcière. Là. Mais c'est que c'était bon. Elle était vraiment bonne. Les autres acteurs étaient bons aussi, comme le chum à Ariana Grande. Buck. If you know, you know, ouais. Le roux, Buck, qui tripe sur Ariana Grande dans le film, mais qui c'est son vrai chum. Et apparemment, il y a eu un gros scandale il y a comme 2 ans, quand, I guess, qu'ils étaient sur le tournage, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Puis apparemment, eux deux, ils auraient eu de quoi, amoureux. Puis lui, en fait, il avait déjà une blonde qui attendait un enfant. Et il l'a trompé pour Ariana Grande. Puis genre, là, la femme, elle était enceinte. Elle avait même pas encore accouché, là. Puis là, tout le monde était genre, what the fuck? Et Ariana Grande, elle a failli se faire cancel pendant genre quelques mois à cause de cette situation-là. Puis là, c'est comme si tout le monde avait oublié qu'elle avait volé le chum à une madame enceinte, là. Ça se fait pas, Ariana, c'ti. C'est quand même très drôle. C'est un peu bitch. J'adore le patinage de cinéma. Mais dans le fond, je savais pas qu'elle avait rencontré Buck, l'acteur de Buck, je sais pas c'est quoi son nom, le roux, sur le plateau. Et là, aujourd'hui, actuellement, ils sont en couple. Ouais. Et lui, c'est le baby dad à une autre femme. Intéressant. Mais sinon, le personnage de Elphaba, c'était... Son acting aussi était terriblement bon. C'était, honnêtement, encore une fois, la croissance de ce personnage-là, je pense que c'était 100% on point. Fait que ça, pour moi, cet aspect-là de casting, de acting, c'était le point fort du film à 1000%. C'est ce qui a fait en sorte que le film de 2h30 passait bien. Oui. Parce qu'un film de 2h30, ça peut des fois être long, même souvent, ça peut être long, mais quand tu as cette trame-là, tout le long, c'est vraiment pire. Ouais. Non, c'est vrai, puis...
Non, moi, j'ai quand même vu le temps passer vite. Là. Moi, j'ai tellement... Mais attendez, parenthèse, il faisait tellement chaud dans la salle. Oh! Oh my God! Normalement, on a toujours froid au ciné, mais là, on suait nos vies. Là. Puis en plus, c'est comme la semaine où ça a sorti dans les nouvelles que les cinémas Gouzeau ont coupé leur chauffage parce qu'ils sont comme en train de faire faillite ou presque. Là. Genre, il y avait des scènes, des cinémas Gouzeau qui étaient hyper froids, sans chauffage. Nous, on arrive là, bien habillés. On a sué notre vie. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai enlevé tout ce que je pouvais. Et surtout que la salle était blindée, donc on était collés à des gens et tout le monde avait son gros manteau dans le... Oh, c'était... Pendant 2h30, on a sué. Ouais, ça, c'était lourd. Sinon, as-tu un autre point fort du film? Ben, moi, je peux en dire une. Les chorégraphies. Oui. Parce que on va en parler des chansons après. Je pense pas que c'était un point fort. Mais les chorégraphies, par exemple, j'ai adoré. De voir tout ce monde-là. Puis là, tu avais vraiment le feeling de comédie musicale, de voir autant de monde danser en même temps. Les chorés étaient bonnes. Encore une fois, Ariana Grande était terriblement agréable à voir danser dans ce qu'elle faisait, ses petites manies. C'était vraiment parfait. Ah oui, elle était bonne. Tout ça, les chorégraphies, je savais pas qu'elle dansait aussi, mais elle même m'a surpris, elle dansait bien. Elle a fait une sacrée performance parce que c'était des danses de haut niveau. Là. Ouais. C'est ça qu'on s'attend dans un film comme ça, mais... Mais moi, attendez, petite parenthèse. J'avoue que Glinda, je savais pas qu'elle était... Je savais pas comme personnage qu'elle était autant... comment dire? Féerique. Un peu... Nounoun. Un peu nounoun, genre... Ouais, j'ai agace dans la tête, mais c'est pas vraiment agace que je cherche, là, un peu peste. Ouais. Je pensais qu'elle allait être fine et tout. Pas qu'elle était pas fine, mais elle était un peu bitch comme au début princesse, et tout. Un peu princesse. Vraiment un peu princesse. Ouais, moi, mais c'est sûr que quand ton contraste, c'est Elphaba, qui est comme un personnage qui subit autant de haine puis qui a jamais rien eu, tout cul dans le bec puis qui a dû travailler pour tout, le contraste est très fort. Mais c'est vrai que moi, je suis rentré dans ce film-là, je savais même pas que c'était une comédie musicale. Je l'ai su 1 heure avant. Fait que j'avais vraiment aucune attente, mais c'est vrai que... T'as su ça 1 heure avant? Ah oui, je te l'ai dit, genre, on achetait du popcorn, j'étais comme, tu sais que ça va chanter le tiers du film. J'étais comme, quoi? Mais ça, c'était bien dosé. Il n'y avait pas trop de chansons. Mais, parenthèse, moi, les chansons, je sais pas si t'as un point négatif là, à parler. Oui. Si on peut rentrer dedans. Ouais, vas-y. Ben moi, qu'est-ce que j'ai moins aimé, c'est que moi, normalement, les comédies musicales, j'adore les tunes, puis je les télécharge le soir et je les réécoute et tout. Mais je trouve que les musiques dans Wicked n'étaient pas si bonnes. Ça manquait pas d'entrain, parce qu'il y avait beaucoup d'entrain, mais bof. Ça manquait... Genre, c'est pas des musiques que je vais télécharger sur mon téléphone et écouter c'était très dans comme... la vie. Moi aussi, ça, c'est un point que... Au tiers du film, j'étais comme... Même la première tune est partie, j'étais comme... OK, c'est poche comme tune. Mais c'est beaucoup raconté. Tu sais, c'est pas des verses, puis des couplets, puis des refrains incroyables, full punchy. C'est comme, tu sais, ça raconte une histoire. La chanson fait partie du dialogue et de la poursuite de l'histoire. Fait que ça, j'avoue, moi, pour moi, était un point faible. À l'exception de... Il y a eu 3 chansons quand même qui étaient quand même à un très bon niveau. Soit Popular, cette chanson-là. La chanson finale, Defying Gravity, qui est quand même très bonne aussi, dans le contexte du film. C'est pas une chanson encore là que j'ai réécoutée dans mes écouteurs. Et il y en a une autre qui était la scène dans la bibliothèque. Oui. Qui était ça l'a tellement dansé. Ça l'a tellement dansé. Mais justement, tu sors d'un film, c'est tellement le fun de sortir d'un film où il y a tellement une bonne bande sonore que tu vas aller écouter l'album du film. Ouais. Je pense entre autres au simple que Interstellar, qui est un album qui s'écoute tellement bien. C'est sûr, c'est pas quelque chose que... C'est tellement pas le truc que j'aurais dit. Oui. Mais tu sais, c'est même pas une comédie musicale. Moi, j'aurais dit The Greatest Showman. Oui. C'est des tunes qu'on a sur nos téléphones puis on l'écoute. Là. On l'a écouté, cet album-là. Mais l'affaire, c'est que, justement, j'ai l'impression que Wicked subit un peu... le défaut, finalement, du fait que ça fait 20 ans que ça roule. C'est des vieilles chansons. Ils n'ont pas le choix à un certain point d'utiliser ces chansons-là, même si on sait qu'ils en ont quand même rajouté 1 ou 2 dans le film. Ah oui, OK, je sais en plus. Mais, fait que honnêtement, le 3/4 des chansons, si c'est pas plus, c'était poche. Ouais, c'était bof. Mais c'était agréable à écouter, mais c'était pas prenant. Une estie de chance que le visuel puis les chorégraphies étaient on point. Elphaba était tellement belle dans son... costume. Tu sais, le costume de sorcière était tellement bien défini et on dirait que petit à petit, dans le film, il y avait un morceau qui se rajoutait dans son costume de Wicked Witch of the West. Tu sais. C'est vrai. Le chapeau, puis là, un moment donné, Glinda lui donne sa cape, et là, le balai, puis là, finalement, ça faisait le personnage complet. Tu sais, c'était tellement beau. Là, il y avait des effets avec
le ballet puis la cave, je trouve C'est vrai. c'était ma partie préférée, je pense, à la fin. C'est vrai que ce build-up-là était incroyable. J'ai bien aimé cette partie-là aussi. J'ai perdu mon fil d'idée pendant que tu parlais. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'était tellement intéressant ce que tu disais. Ah oui, tu trouves? Ah. Oui? Non, toi, arrête. Oui, Ah, c'est non, vrai. toi. Non, mais ouais. Vas-y. Non, toi, Quoi? vas-y. Ben, Juste vas-y. vous voyez, c'est tout le temps ça en couple. Je peux jamais dire ce que je veux. Mais, C'est bon, ça? Dans les points forts. Ouais, c'est bon, ce petit mojito. On fait un cheers. Oh, excuse, je t'avais coupé. Attends, je vais pas regarder la cam. Donc, moi, j'ai encore 2 points forts. Oui, excuse. Avant qu'on soit peut-être sur les points plus négatifs ou encore une fois sur On les était théories. déjà sur les points négatifs, non? Ben oui, c'est vrai. Ben d'abord, un autre point négatif. OK. C'est négatif en général. C'est juste comme, tu sais, dans les comédies musicales, quand que tu les vois se mettre à chanter dans une discussion out of nowhere, Ça puis ça paraît cringe. tellement que c'est comme que c'est du playback puis ça a été enregistré en studio. Tu trouves? Ben oui. Oh non, moi T'sais- j'allais dire l'inverse. Je trouve que j'ai l'impression qu'ils ont chanté tout le long, moi. Ben, il y en a certains acteurs qui ont chanté pour vrai. Et le magicien d'Oz, entre autres, Jeff Goldblum, joué par Jeff Goldblum, lui a chanté pour vrai pendant qu'il tournait. Puis ça paraissait vraiment. Déjà, la qualité était moins bonne. Il n'y avait pas d'autotune, par exemple. Peut-être qu'il y en avait, puis on ne le sait pas. Mais c'était beaucoup plus raw, plus authentique que quand Elphaba se mettait à chanter sans aucune fausse note. Oui, mais je suis pas d'accord avec ça parce que, je veux dire, ils font quand même des méga tunes, là, et puis les deux, ils ont des grosses voix, puis c'est vraiment pas ça qu'on doit remettre en doute, là. C'est juste que chante une tune comme ça au complet, sans pause, avec genre des notes aussi hautes, je veux dire. Mais je sais que Mais c'est je comprends ce que tu normal. veux dire. C'est normal qu'il fasse du playback et qu'il enregistre en studio. Puis de toute façon, c'est une comédie musicale dans un film où on veut une belle qualité, on veut une belle chanson. C'est 100% normal. Mais à chaque fois, il y a toujours une petite affaire de mon côté que je suis comme ah, c'est vrai, tu sais, c'est un peu bizarre. Ouais, je comprends. Mais honnêtement, tu sais, quand tu vas voir une comédie musicale au cinéma, tu passes par-dessus ça, certainement. Jeff Goldblum, pour ceux qui le connaissent pas, c'est quand même une légende au cinéma. Tu sais, il a fait des rôles iconiques. Jurassic Park, La Mouche, et plein d'autres. Mais il y a toujours comme un personnage un peu comme out of touch, qui arrive de nulle part, qui est dans son propre monde. J'ai vraiment l'impression que c'est le genre d'acteur qui joue un petit peu tout le temps le même rôle ou la même attitude. Mais s'il fait ça, c'est parce que ça fonctionne et c'est toujours très divertissant. C'est un gars qui a un charisme incroyable. C'est un acteur que j'aimerais voir plus. Je trouve qu'on le voit pas assez. Quand il est arrivé, t'étais genre ah! Oui, je savais même pas qu'il était dans ce film-là. Je trouve que ça fitait pour lui. Il y a vraiment cette aura autour de lui qui est super intéressante. Fait que ça, je suis très belle surprise de l'avoir vu là. Je pense qu'il a fait une bonne job. Après ça, son personnage, le magicien d'Oz, qui est comme le Magnéto de cet univers-là, c'est tellement décevant que ce soit finalement une fraude, ce personnage-là. Ouais, je trouve ça. C'est même pas un vrai sorcier ou c'est un vrai sorcier mais il a presque pas de pouvoir? J'avoue, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça parce que je sais même pas vraiment c'est qui le magicien d'Oz, vu que j'ai pas vu le 1, tu sais. Ouais. Ben dans le 1, tu le vois, il y a sa genre de face là, robotisée là, qui, quand on le rencontre. Tout est fake, finalement. Tout est... Ouais, tout est mécanisé. Mais cette face-là existe effectivement dans le magicien d'Oz. Ça sort un peu, c'est vraiment une façade qui se donne. Après ça, les singes aux ailes, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le magicien d'Oz. Ouais. Fait que ça, c'est comme lien avec ça. Mais ça, j'ai trouvé ça décevant. Que ce personnage-là soit finalement une fraude. Mais c'est pour ça qu'ils sont autant axés sur les pouvoirs de Elphaba, tu sais. Ouais. Parce qu'ils sont comme, OK, mais finalement, elle en a des pouvoirs, on va les utiliser. Ouais. Mais sinon, le film, tu sais, était quand même très rythmé. Fait que ça, Oui. c'était cool. C'est pas mal. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est le build-up du film. Sachant que c'est quand même. Ils ont quand même pris leur temps pour mettre la table. Tu sais, c'est une partie 1, 2h30. Oui. Ils ont pris le temps de le faire. Je pense qu'ils l'ont bien fait. Le développement des personnages est super intéressant. C'est pour ça que honnêtement, j'ai hâte de voir le 2. Oui. Ça, c'est sûr. Ça va être le prochain sujet de déblatérer un peu sur les théories puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre à dans le 2. Mais peut-être pour finir sur la scène finale, finalement, avec la fameuse chanson. Ça, c'était quand même Gravity, c'était tellement bon. Moi, c'était ma partie préférée. Visuellement, avec sa cape, puis il y avait beaucoup d'aspects visuels, de plans de caméra, très cool. Puis tout au long du film, il y en avait très cool, que tu vois le reflet dans l'eau, le chapeau, etc. À la fin, c'était comme une belle clôture de ça. J'ai trouvé ça super le fun. La toune était quand même le fun aussi. C'était la toune finalement quasiment thématique du film, la toune un peu principale qui clôture ça. Encore là, c'était pas une toune incroyable que j'ai réécoutée dans mes oreilles.
Non. Mais dans le film, ça faisait le travail. Ben quoi que. Mais l'ouverture à la prochaine partie était bonne, je trouve. Oui. T'sais, ça va permettre aux gens qui n'ont pas les références de Wizard of Oz de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, au début du film, on comprend que The Wicked Witch of the West is dead. Mais tu sais, pourquoi ils sont plus amis? Ouais. Puis qu'est-ce que Glinda est devenue? Puis tout ça, on va le savoir dans le 2. Et justement, comme on disait, on pense, nous, en tout cas, moi, ma théorie, c'est que le prince, il va devenir le Scarecrow, là, l'épouvantail dans le 2. Le lion qu'ils ont laissé partir, il va comme revenir et ça va être le lion de Wizard of Oz. Et le chum à Ariana Grande, Buck, il va devenir le robot, genre. Puis là, ils vont partir en quête. Et justement, la petite fille, là-dedans, dans cette histoire, j'ai vu sur TikTok qu'il y avait des gens qui savaient c'est qui allait la jouer dans le 2. Je sais pas c'est quoi son nom. Parce que, puis moi, je suis 100% accordé avec cette théorie-là. Parce que le 2, il sort l'année prochaine. Ah oui, OK. Avant le temps des fêtes. Fait que, tu sais, très probablement qu'il y a une grande partie déjà filmée. Donc, ça, c'est quand même cool. Encore une fois, un film qu'ils ont décidé de faire en 2012, qui sort aujourd'hui, puis qui au moins sont prêts à sortir le 2 en temps et en heure. Ça, c'est le fun. Ça va un peu devenir un film de Noël. Hein? Décembre prochain, on va l'attendre. Je pense que la date n'est pas encore confirmée, mais ça va être cool. Je trouve ça fun, un genre de film de fantasy comme ça pour les enfants, ados, un peu Noël, tu sais, à la style, je sais que ça n'a pas rapport, mais à la Harry Potter, un peu que, tu sais, peut-être qu'il y a une génération qui va pouvoir s'identifier dans ces films complètement un peu fous, puis que ça va devenir genre une partie de la culture, genre. Ben, honnêtement, dans notre époque, là, dans les 10-15 dernières années, là, même dans les 20 dernières années, on pourrait dire, il y a vraiment, en fait, les gros studios de production, etc., là, ils essaient vraiment de bâtir des franchises incroyables et de capitaliser là-dessus parce que c'est terriblement payant. Fait que c'est le fun de voir cette nouvel univers-là qui est honnêtement très cool, qui est très peu exploité présentement au cinéma. Ben, ça serait le fun de bâtir une franchise comme ça, même si c'est toujours le fun d'arriver dans une nouvelle franchise, un nouvel univers, puis découvrir quelque chose de partir à zéro, et de pas juste tout le temps retomber t'écoutes un Marvel, une série Ring of Powers, Harry Potter, ils refont une franchise. Transformers sont rendus à leur 15e film. Quelque chose de nouveau. Là. Les studios, ils bâtissent des franchises comme ça parce que ça fonctionne et c'est des machines à cash. Mais là, c'est le fun qu'on en a peut-être potentiellement une nouvelle. Partie 1, partie 2. Est-ce qu'il y a autre chose qui se réserve par rapport à ça? Probablement. J'espère. Universal Studios, ils ont acheté ça, ils le font, ils ont 150 millions de budget pour le premier. Clairement, tu sais, qu'ils vont vouloir capitaliser là-dessus le plus possible, mais c'est cool. Ouais. Veux-tu qu'on clôt? Ben, il y a une dernière chose que je pourrais peut-être dire, que moi, j'ai beaucoup apprécié de ce film-là, puis c'est quelque chose qui contribue aussi à la note que je vais donner au film. Parce qu'il y a toujours une portion, environ 0.5 points sur 10, que je suis prêt à donner pour l'originalité et le contexte. OK. Et je trouve que je sais que c'est pas une histoire qui vient d'être inventée. Wicked, ça a été écrit en 1996 et ça roule depuis 20 ans à Broadway. Mais le scénario, je l'ai trouvé excellent. D'avoir le point de vue, en fait, que tu as deux héroïnes, parce que je vais inclure Glenda et Elphaba là-dedans, dont Elphaba qui est terriblement opprimée. Tu dis Elphaba, mais c'est Elphaba, je pense. Elphaba? Elphaba. Désolé, Elphaba. Mais ce scénario-là, en fait, d'avoir un opprimé comme ça, juste par sa couleur de peau, et tu sais, on peut faire des parallèles là, sur la société sans cesse, là. Tu sais, c'est touchant, en fait, puis c'est fou de voir ça, puis surtout, du point de vue qu'ils nous ont donné, on l'apprend à l'aimer, puis on voit que c'est totalement injuste. Même sa famille le presse par rapport à ça. Mais on apprend à l'aimer par rapport à ça. On apprend à voir comment elle réussit à sortir un peu du moule puis se faire aimer, à se mettre amie avec Glinda. Et réussir à sortir comme ça. Bon, évidemment, elle a un don, tout ça qui l'aide à avoir ça, mais c'était vraiment un scénario, je trouve, qui est quand même original. Je pense que ça a déjà été fait potentiellement, mais ça, j'ai aimé ça, cette notion-là, qui peut avoir beaucoup de parallèles avec la société actuelle. Et encore une fois, un autre parallèle qu'on peut faire sur le fait que les animaux sont oppressés aussi. Et ah oui, les animaux, le prof chèvre. Et j'ai tellement trouvé ça limite violent, la fameuse scène où le docteur chèvre, on va l'appeler docteur chèvre, là, je me souviens plus de son nom, le professeur, il tourne le tableau et là, c'est écrit « Les animaux sont faits pour être vus ». Et pas entendu. C'était vraiment, c'est écrit en rouge, c'était quand même violent, une vraie phrase de haine. Puis là, il y a cet enjeu-là que c'est ça qui je trouve que c'est ça qui donne le goût d'aller voir le 2, parce que c'est pas des sujets banals. Le contexte, le monde
de l'univers féerique, magique, etc. de Magicien d'Oz est super bon, mais le sujet qu'ils ont choisi autour de ça, des oppressés, d'opprimer les animaux, d'essayer de les faire taire, les mettre en cage, la différence de Elphaba, c'est un sujet qui n'est pas banal du tout puis qui donne vraiment envie de voir comment ça va se poursuivre. C'est vrai. Puis autant que la dynamique entre Glenda et Elphaba est intéressante. La petite fille de riche princesse, l'opprimée, etc., qui est différente, qui s'allie, qui sont amis. Mais là, on sait déjà que, comme on l'a vu au début, éventuellement, ils ne sont pas amis tout le long. Fait que je vais vraiment être curieux de voir comment que leur dynamique entre eux évolue. Parce que déjà, dans le film de 2h30, Ouais, ça va être bon. il y a eu un point de départ, il y a eu un point final. Elle a terriblement évolué. Oui. Puis à la fin, Glenda est un peu pris avec les méchants, avec le magicien d'Oz, avec la professeure. Oui. Mais elle a toujours cet objectif d'être aimée, tu sais, puis de monter les échelons dans ce monde-là. Donc, c'est sûr qu'elle va pas aller à l'encontre de ce qu'elle a connu toute sa vie. Mais parenthèse, si vous demandiez c'est qui faisait la voix de la chèvre dans le film, c'était Tyrion. Donc, la personne de petite taille dans Game of Thrones. Game of Thrones. La Ouais. personne de petite taille. Ouais. Tyrion, moi, je l'ai reconnu dès le début, puis tout le monde était comme, c'est qui fait cette voix-là? On la connaît. Très bon acteur. Mais bref, Donc, t'as raison. tout ça, c'est intéressant. On a hâte de voir la suite, vraiment. Oui. Pour toi, c'était combien sur 10, ce film? 7.9. 7.9, OK. T'es quand même... J'aurais cru Ouais. que t'allais en mettre plus. Qu'est-ce qui fait que... Ben, moi, j'aime bien comédie musicale. J'ai aimé les actrices, les acteurs. Mais j'ai pas pleuré de 1. Les chansons m'ont pas marqué de 2. Mais overall, c'était bon. C'est plus que la note de passage, mais c'était pas exceptionnel. Là, moi, j'ai trouvé ça juste bon. C'était agréable à regarder, mais that's it. J'y ai pas repensé là, autant en me couchant le soir et tout. 7.9. Bon, je suis surpris de ta note, mais je pense que c'est quand même juste. Moi aussi, je suis quand même assez méthodique dans la façon dont je note les films. Pour moi, c'est un 8.1. OK. Il n'y a pas grand-chose qui a été mal fait dans ce film-là. Je vois pas comment on aurait pu faire excessivement mieux. Il y aurait pu. Il y a les points qu'on a nommés tantôt, mais c'est une réussite, ce film-là, et clairement que c'est en train de tout péter au box-office. J'ai hâte de voir comment que ça va finir. Ouais. Je pense qu'on va revoir ce film-là aux Oscars. Ah ouais, OK. Je pense qu'il va au moins être nominé pour au moins, j'espère, acting in a supporting role pour Ariana Grande. J'espère qu'elle sera nominée. Après ça, cette année, il y a quand même eu pas mal des films de haut calibre qui vont être intéressants à voir. Mais pour moi, c'est un 8.1 sur 10. OK. Fair. Donc, on va clôturer là-dessus. Merci d'avoir syntonisé la chaîne de Cinéphile Club. Parlant justement des Oscars, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, vous venez de voir, on est en train de relancer le projet. On est en train de publier le plus possible, de faire du contenu de qualité. Les Oscars, c'est en mars 2025, le 3 ou le 4 mars. On va certainement suivre ça. On va l'écouter? On va l'écouter. Et ce que Ah, j'aimerais nice. faire, Je c'est savais pas. potentiellement l'écouter en live, en direct, donc primeur. Sur quoi? Potentiellement sur YouTube. Je suis en questionnement. Est-ce qu'on fait ça Mais sur tu dois Twitch pas, ou sur YouTube? Tu dois pas avoir un minimum de followers pour... C'est là que j'ai besoin de vous. Donc, je pourrais le faire Subscribe. donc sur Twitch et sur YouTube via un ordinateur, je pourrais le faire en live sans problème, mais c'est toujours mieux plus qu'on a d'abonnés. Après ça, si je veux pouvoir le faire via mon téléphone, ce qui serait franchement pratique pour cette portion-là, entre autres sur TikTok et pour YouTube, il nous faut 1000 abonnés, donc on est quand même assez loin du compte jusqu'à présent, mais j'aime la croissance qu'on a, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast aux gens qui tripent sur, Oui. qui sont des vrais cinéphiles. Le but, c'est ça, c'est de former un petit club, de parler de cinéma, de se recommander des films et des choses comme ça. Il y a plein de belles choses à venir avant mars, évidemment, comme potentiellement une petite vidéo de Noël sur un petit contenu de Noël. Je n'ai pas encore parlé avec Pascal de ça, mais ça sera Moi, je suis là. à définir. Pascal m'encourage beaucoup et participe grandement dans ce projet. Donc, au plaisir. Je vous souhaite Oui. une très bonne journée, soirée, peu importe ce que vous êtes dans le monde. Et à la prochaine. Bye!